Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va répondre à des questions concernant la fiscalité des cryptos. Et oui, on est toujours en période de déclaration. Et du coup, il y a souvent des questions qui reviennent, hein. Par exemple, quelle fiscalité s'applique aux NFT? Quelle est la fiscalité du staking? Quelle est la fiscalité des airdrops? Etc. Donc, je vais te montrer comment tu peux trouver les réponses à tes questions avec le livre blanc de Waltio qui a été sorti encore une fois cette année, hein. Chaque année, il l'actualise. Il y a pas mal d'informations. Donc, je vais te montrer comment tu peux trouver les réponses à tes questions et on va répondre directement à certaines d'entre elles avec ce support. Alors juste avant de commencer, je précise quand même 2-3 petites choses qui sont très importantes. La première, c'est que cette vidéo, je l'ai réalisée tout seul, qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fiscaliste ou de Waltio pour vérifier le contenu de cette dernière. Donc attention, les propos peuvent peut-être être imprécis ou il peut manquer certaines informations. Je t'invite à les vérifier par toi-même en lisant ce white paper. Moi, je m'en sers vraiment comme support, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Après, je suis relativement confiant. Maintenant, la fiscalité crypto, je commence à connaître depuis le temps. Maintenant, si tu veux vraiment une vidéo qui a été vérifiée par Waltio, là, pour le coup, je t'invite à aller voir la précédente, hein, sur la fiscalité générale qui s'applique aux crypto-monnaies. Elle sera vraiment très complémentaire par rapport à celle-ci, étant donné que je vais te parler des différents régimes d'imposition. Par exemple, si tu ne sais pas comment fonctionne le régime des BNC, parce que dans cette vidéo, on va en parler, et sache que dans la précédente, j'en parle et j'explique concrètement comment ça fonctionne. Bon, maintenant que ça c'est dit, voici le livre blanc de Waltio. Alors, je devrais préciser aussi quand même qu'il a été co-rédigé avec Waltio et le cabinet Orwell Avocat, hein, donc qui sont aussi spécialisés sur la thématique crypto. Donc ça, c'est vraiment plutôt un gage de qualité. Alors, déjà, je vais vite fait rappeler comment fonctionne ce livre blanc, parce que j'en avais parlé l'an dernier, mais c'est très simple, hein, tu as un sommaire, je suppose que tu sais comment fonctionne un sommaire, et tu as des boutons, en fait, ça s'articule comme un bouton. Par exemple, tu veux connaître la fiscalité du staking, ici, il n'est pas compliqué, tu cliques dessus, et ça t'emmène directement sur la bonne page. Voilà, ça fonctionne comme ça pour tout. Donc par exemple, tu veux connaître la fiscalité des NFT, ça fonctionne exactement, hein, de la même manière. Alors, à chaque fois, tu auras la définition du type d'opération, tu auras des exemples de services qui vont utiliser ça, et tu vas avoir la fiscalité associée. Des fois, tu vas voir même à chaque fois des exemples, hein, pour te montrer comment ça fonctionne. Alors moi, du coup, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais retourner directement sur le sommaire parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à savoir. Alors du coup, concernant le sommaire, j'ai aussi d'autres choses à dire. Déjà, première chose, lis bien la partie introduction, hein. Généralement, dans tous les livres qu'on va lire, on a tendance à sauter les introductions, mais vraiment lis-la parce que là, on va parler du cadre réglementaire, surtout dans l'Union européenne qui évolue, hein, notamment via l'arrivée de MiCA. On voit aussi que les pays membres de l'Union européenne vont vraiment coopérer, hein, que ce soit administrativement et fiscalement, pour vraiment mieux contrôler les mouvements, les flux de capitaux concernant les crypto-monnaies. Et on voit aussi qu'il y a des discussions concernant les NFT, concernant la DeFi. Donc on voit vraiment qu'il y a un cadre réglementaire qui est de plus en plus serré, hein, qui arrive. Donc je t'invite vraiment à lire cette introduction parce que ça résume très bien la situation. Après, on va avoir les différents types d'opérations. Donc on va revenir sur pas mal d'entre eux, hein, donc je vais pas détailler plus. Et ensuite, on va avoir une partie sur le contrôle fiscal, hein, et ça aussi je vais y revenir parce qu'il y a 2-3 petites choses quand même qui sont intéressantes dessus. Alors nous, du coup, ce qu'on va voir directement, ça va être la fiscalité du staking, hein. Je vais rapidement refaire quelques précisions concernant cette imposition-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à savoir. Alors j'en ai parlé vraiment dans ma vidéo que je t'ai recommandé tout à l'heure, mais il y a, mine de rien, quand même 2-3 petites choses à savoir. Déjà, pour commencer, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les revenus de staking, il n'y a pas besoin de les déclarer tant qu'on ne les a pas vendus. Mais attention, comme je l'explique dans ma précédente vidéo, ça dépend de la nature des revenus. C'est-à-dire que le régime où on parle de la flat tax, c'est quand on va faire des cessions à titre onéreux. Mais quand on touche des revenus de staking, ce sont quand même des revenus, mais qu'on ne va pas avoir sur une cession à titre onéreux. Donc techniquement, ça rentre dans autre chose. Et le staking, logiquement, ça serait en BNC, hein. C'est ce qui est de plus cohérent. Et le BNC, il n'est pas de question de cession à titre onéreux, hein. Ça va être question de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Et c'est là-dessus qu'on va se faire imposer au barème progressif. Alors ce qu'il faut savoir aussi concernant le staking, et c'est ce que j'explique aussi dans la vidéo, c'est que quand tu vas vouloir déclarer en BNC, tu vas avoir l'imposition du coup sur ces revenus-là, hein, qui vont être à déclarer dès leur perception. Et suite à ça, du coup, on va avoir une première imposition. Mais au moment où on va vouloir les vendre, par exemple contre des euros, là aussi, on aura une deuxième imposition parce que là, on imposera la cession à titre onéreux. Alors, il y a plein de personnes à ce moment-là qui vont lever les bras en disant mais c'est n'importe quoi, c'est pas normal, c'est une double imposition, etc. Techniquement, c'est pas réellement, hein, une double imposition. Pourquoi? Parce que il y a une imposition sur les revenus de staking et ensuite il y a une imposition sur une plus-value parce qu'on avait gardé ça en portefeuille. Et je te garantis qu'en réalité, dans la plupart du temps, fiscalement parlant, c'est plus intéressant que d'opter uniquement pour la flat tax. Alors, je vais te donner un exemple qui ressemblera à celui que j'avais fait dans ma précédente vidéo, hein, parce que je me souviens plus des chiffres que j'avais mis, mais c'est à peu près le même principe. Alors là, tu as des exemples, hein, je t'inviterai à les lire de ton côté, hein, si ça t'intéresse. Moi, je vais juste écrire mon exemple. Donc, on va supposer que sur une année fiscale, par exemple, hein, j'ai généré, par exemple, 10 000 euros d'ETH, d'accord? Donc, je vais noter 10 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais réduire un petit peu le trait. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que ces 10 000 euros, logiquement, ça sera en BNC. Alors, en BNC, ça veut dire le barème progressif, hein. Je t'épargne ce tableau. Je t'invite à aller voir encore une fois ma précédente vidéo. Mais ce qui va se passer, c'est que là, normalement, on va rentrer dans la première tranche d'imposition. Donc, on va se faire imposer
à 0%, mais à cela, on va ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait qu'on va réellement payer 1 720 €, d'accord, sur ces revenus de staking. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est une première imposition, mais je peux très bien les garder, ces 10 000 €. Je suis pas obligé de les vendre tout de suite. Donc ça veut dire, si je les garde, et supposons que ces 10 000 €, plus tard, se transforment en 20 000 €, eh ben, alors à ce moment-là, il y aura peut-être autre chose si je vends ces 20 000 €. Donc je décide de tous les vendre. Donc ça veut dire quoi? De 10 000 à 20 000, je fais une plus-value de 10 000 €. Parce que les 10 000 €, ils ont déjà été imposés. Maintenant, je vais me faire imposer sur les 10 000 € de plus-value. Donc sur ces 10 000 € de plus-value, du coup, à combien est-ce que je vais être imposé? Là, ça sera 30% parce que c'est la flat tax, hein, ou alors je prends pour le barème progressif, mais on va faire simple, on va prendre la flat tax dans ce cas-là. Ça voudrait dire que je serai imposé à hauteur de 3 000 € hein, sur les 10 000 € de plus-value. Ce qui veut dire que si j'additionne ce montant et ce montant, tu l'auras compris, je serai sur un montant de 4 720 € d'imposition. Donc ça va être le montant total en prenant en compte les revenus de staking et la plus-value qui vont être liés à ces revenus-là. Et là maintenant, je vais te montrer ce qui se passe si tu fais juste comme beaucoup de personnes font, c'est-à-dire qu'on considère le prix d'acquisition des revenus de staking à 0 et qu'on met ça sous la flat tax uniquement, tu vas voir que c'est moins rentable. Donc ça veut dire que, supposons j'ai toujours gagné mes 10 000 €, alors je vais changer de couleur pour l'autre exemple, donc supposons que je suis à 10 000 €, d'accord, de revenus, mais ceux-là par contre, je ne le déclare pas parce que je ne les ai pas encore vendus. Ok, donc ça veut dire que j'attends qu'ils passent directement à 20 000. Donc, ça passe à 20 000, ok. Mais par contre, là, une fois que je les vends, là, c'est 30%. À ton avis, 30% de 20 000, ça fait combien? Ça fait 6 000. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement que tu vas payer plus cher de cette manière-là. Et c'est ça le truc. Donc, il ne faut pas râler forcément, il faut faire le calcul avant, mais dans la grande majorité des cas, en fait, ça sera plus rentable de faire comme ça. Donc, le régime BNC, c'est juste plus compliqué de déclarer dedans, parce que le problème, tu sais très bien, les revenus de staking, on va les percevoir très souvent. Donc, attention par rapport à ça, c'est vrai que c'est vraiment pénible. Maintenant, il y a la solution de Waltio. Si tu utilises leur outil, tu vas pouvoir, si tu veux, déclarer ça de façon automatique, et ça peut même être intéressant de payer Waltio, en fait, parce que en termes d'optimisation fiscale, tu vas gagner de l'argent. Donc ça, c'est à toi de voir. Je te rappelle aussi que j'ai 10% toujours de réduction chez eux, hein, si tu passes par le code Julien10, mais c'est le même que toutes les années, donc vraiment un grand merci aux personnes qui passent par ce dernier, parce que je touche aussi quelque chose. Mais ça, c'est une solution pour ne pas se prendre la tête avec, du coup, ce fameux régime des BNC. Alors maintenant, je vais aussi parler un petit peu de la fiscalité des play to earn, hein, tu sais, ces fameux jeux vidéo sur la blockchain, et des fois, on peut gagner de la crypto, voire pourquoi pas des NFT. Il faut savoir qu'il y a une fiscalité aussi qui peut être différente suivant la façon dont on va générer les revenus. C'est-à-dire que quand on va jouer à des play to earn, il y a deux façons de voir les choses. Soit on y a joué une fois ou deux fois, on veut s'amuser de temps en temps avec, et on gagne occasionnellement de l'argent avec, ça tombe un petit peu comme ça. Alors là, dans ce cas-là, on pourrait considérer, d'ailleurs je crois que ça c'est l'option 2, oui c'est ça, c'est avec l'option 2, c'est qu'on va considérer que en effet, c'est de la crypto qui est perçue à titre gratuit, et dans ce cas-là, on va déclarer ça au moment de la session, quand il y aura session à titre onéreux du coup, hein, et ça sera la flat tax qu'on va appliquer dessus, ou le barème progressif, hein, bref, le régime des plus-values sur actifs numériques. Maintenant, attention, parce que si on joue à des play to earn, je pense notamment, c'était avec Axie Infinity, à un moment donné, il y avait beaucoup de personnes qui jouaient sérieusement et qui généraient vraiment des revenus récurrents avec, et que ça a commencé à chiffrer un petit peu. Mais là, le truc, c'est que on est dans autre chose. C'est plutôt une activité habituelle, déjà d'une part, et ça va plutôt rentrer dans les bénéfices non commerciaux, hein, donc les BNC, et c'est là qu'on aura forcément l'option numéro 1. Donc attention de la façon dont on génère des revenus avec les play to earn, parce que ça ne sera pas forcément imposé de la même manière. Si tu as un petit doute, vaut mieux aller voir forcément avec un fiscaliste, surtout si tu as des revenus importants. Alors le mining, maintenant je vais m'arrêter très rapidement dessus parce que on est sûr que c'est dans la catégorie des BNC, donc là-dessus c'est le même traitement que ce que je t'ai montré dans mon exemple tout à l'heure sur le staking. Je fais quand même la petite précision que le mining c'est écrit noir sur blanc, hein, on sait que c'est là-dedans, mais c'est vrai que le staking c'est pas aussi clair. Par contre, au niveau du type d'opération, comment c'est perçu, etc., et il y a un consensus commun plutôt au niveau des fiscalistes quand même et des juristes qui fait que on dit tous à peu près, normalement c'est plutôt du régime des BNC. Hein, on voulait clarifier ça d'ailleurs avec une proposition de loi à un moment donné. Ça avait fait un scandale et il y a plein de personnes qui voulaient pas, mais en fait c'était juste pour clarifier en fait ce point. Donc pour moi le staking ça serait plutôt justement hein, dans le régime BNC, mais c'est vrai qu'il y a un petit flou encore qui traîne, même s'il n'est pas si flou qu'on pourrait le penser. Alors je voulais aussi parler un petit peu des produits dérivés. Alors ça me fait sourire parce que j'en parle jamais sur cette chaîne et je pense que depuis le temps tu dois connaître mon avis sur le sujet, mais il y a quand même des personnes qui les utilisent et qui ne savent pas du tout comment c'est imposé. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser une question, c'est mais est-ce que c'est vraiment de la crypto-monnaie qu'on trade quand on trade avec des produits dérivés? Alors techniquement non, hein, parce que si tu regardes, c'est des produits financiers, enfin des contrats financiers à terme. Et là, c'est reprécisé, hein, c'est-à-dire que juridiquement,
qualifié de contrat financier. Donc ça veut dire que techniquement on est dans autre chose. Et c'est précisé, hein, ça devrait être dans les revenus de capitaux mobiliers PFU 30%. Maintenant il y a un petit flou qui persiste, c'est que ces contrats ils sont pas réglés en monnaie fiat, ils vont être réglés en crypto-monnaie. Donc est-ce qu'on va quand même considérer que derrière c'est de la crypto? Et c'est là que c'est un petit peu flou. Alors personnellement, si je dois me mouiller un petit peu, je dirais que non, parce que quoi qu'il arrive, ça reste un contrat financier. C'est pas une crypto réellement, même si c'est réglé avec cette dernière. Donc c'est un petit peu flou. Et ça, malheureusement, pour moi, faut passer par un fiscaliste pour éviter les problématiques à ce niveau-là. Parce que là, faut voir vraiment comment ils vont percevoir les trucs, parce que tu te doutes bien que là, ça va être une question d'interprétation. Et de la même manière, hein, je précise aussi que ça va être la même chose pour les CFD, hein, Contract for Difference, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, c'est une contraction à la base, c'est un acronyme comme on dit. Et les CFD, hein, bon, bah, c'est des valeurs mobilières. Maintenant, est-ce qu'on va considérer que derrière, on possède réellement les cryptos? Et ben dans ce cas-là, hein, là, si l'on considère voilà, que les crypto-monnaies ont bien été achetées et revendues, alors celles-ci hein, rentreront dans le cadre du régime des plus-values sur actifs numériques. Donc là, encore une fois, c'est une question d'interprétation. Tu l'auras compris, il vaut mieux aller voir un fiscaliste hein, si tu es dans ce cas-là. Alors, il faut forcément que je parle également des NFT parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Quelle fiscalité s'applique aux NFT? Parce que c'est vrai que c'est des cryptos un peu particulières. Alors là, on va être servi parce qu'on a trois options. Donc la première, c'est de considérer forcément que c'est une crypto normale. Et dans ce cas-là, on se prend pas la tête. Quand on les revendra, on applique une flat tax dessus et on se prend pas la tête. Ok. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a deux autres options et celles-ci, elles sont un peu plus pénibles. C'est-à-dire qu'on va avoir l'option 2 parce que là, on va se dire, ok, si c'est qualifié comme œuvre d'art, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir deux types d'imposition. Soit on va avoir une imposition de 6,5% sur le montant total de la cession, hein, c'est-à-dire sur le prix total du NFT, soit on peut aussi choisir pour une imposition sur la plus-value à hauteur de 36,2%. Donc ça va être dépendre de ce qui est le plus avantageux pour nous. Alors il faut quand même que je te lise la dernière ligne, hein, quand même qui est très importante concernant cette option, c'est que cette qualification semble cependant devoir être circonscrite à des cas très spécifiques et reste juridiquement peu plausible. Et oui, donc ça veut dire quoi? Que il y a peu de chances qu'on soit dans ce cas-là, à part peut-être si on a vraiment des NFT ou un ou plusieurs, hein, qui soient dans une collection très particulière, qui soit gérée par un artiste et que ça soit vraiment assimilé à de l'art. Donc maintenant après, à partir de quand on considère que c'est de l'art, là c'est un petit peu compliqué. Donc si tu es dans ce cas-là, vaut mieux aller voir encore une fois un fiscaliste et pas se prendre la tête. Maintenant, il y a l'option 3, hein, et c'est tout simplement que ça pourrait être assimilé à un bien meuble, c'est-à-dire que ça rentre encore une fois dans un autre régime d'imposition. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Alors Waltio, il précise qu'eux, ils vont considérer ça comme des crypto-actifs. Maintenant, si vraiment tu as des NFT un petit peu particuliers, etc., moi je te recommande d'éviter de passer par Waltio pour ajouter ce NFT et de consulter un fiscaliste avant pour savoir si oui ou non tu le prends dans ton calcul sur Waltio ou si au contraire tu vas l'exclure pour l'imposer dans une autre catégorie par exemple. Alors il faut aussi que je parle un petit peu de tokenisation immobilière parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, notamment via des projets comme Realty que tu connais sûrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Pourquoi? Parce que déjà, on sache bien de quoi on parle, hein. Quand on parle de tokenisation immobilière, on va se dire bon c'est très bien, il y a une partie d'une... Mais ça veut pas dire que le tel centimètre carré du carrelage t'appartient. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est un peu plus compliqué. En fait, Realty, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter un bien immobilier, mais qui va être détenu par une LLC américaine, hein, donc c'est une entreprise, et cette entreprise, du coup, va percevoir des loyers, du coup, de la part des locataires, et il va y avoir aussi des dépenses, et ils vont être pris sur ces loyers. Donc il y aura des rendements qui vont être générés, et ça va être géré par la LLC. Donc forcément, si tu détiens une partie de cette LLC, tu vas profiter aussi d'une partie de ses revenus. Et ça, c'est très pratique. Donc maintenant, le truc, en fait, quand on détient un token Realty, en fait, ce qu'on va détenir, c'est qu'on va détenir une part d'une entreprise qui détient un bien immobilier. C'est ça réellement qui se passe. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça, c'est considéré comme une crypto-monnaie? Parce que c'est vrai, oui, il y a un token, oui, on utilise la blockchain et tout, mais ça, c'est la technologie sous-jacente. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que là, on utilise la blockchain pour quelque chose de réel, pour un cas d'utilisation réel. Mais le problème, c'est est-ce qu'on peut qualifier ça réellement comme une crypto-monnaie, hein, aux yeux de la loi? Est-ce que c'est pas plutôt une part d'une société ou au contraire un bien immobilier? Et là, c'est vrai que ça devient un petit peu flou. Donc soit on va considérer qu'en effet, c'est un crypto-actif et dans ce cas-là, régime des plus-values sur actifs numériques. Alors si je dois me mouiller, honnêtement, c'est pas ça pour moi, hein. Honnêtement, c'est plutôt un bien immobilier ou à la limite une part d'une société. Et dans ce cas-là, ça rentrerait peut-être dans autre chose, surtout si c'est considéré comme sécurité token. Et pour moi, c'en est un. Et maintenant, il faut voir comment ça sera imposé, mais ça veut dire quoi? Que quand tu achètes ce type de token, parce que tu vas les acheter par exemple avec des Ethers, mais quand tu vas vendre des Ethers pour acheter un token Realty, si c'est autre chose qu'une crypto, ça veut dire que tu réalises une cession à titre onéreux. Je sais pas si tu vois là où je veux en venir, mais ça veut dire que du coup, tu as des opérations à déclarer, peut-être que tu ne pensais pas avoir à déclarer. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pareil, avec les tokens Realty, tu vas générer des revenus, hein, et ces revenus, du coup, comment est-ce qu'on les impose? Alors là, c'est la même question qu'avec le stacking. Soit on va dire qu'on va les percevoir à zéro et on déclarera ça dans le régime des plus-values sur actifs numériques et ça sera la flat tax ou le barème progressif suivant ce qu'on va choisir. Ou alors, ça sera plutôt le régime des BNC. Hein. Alors moi, personnellement, ça serait plutôt le régime des BNC, hein, si je devais encore une fois me mouiller, mais attention, je suis pas du tout fiscaliste. Et sinon, ça serait plutôt l'autre option qui est ici, hein, comme je viens de te le dire à l'instant. Donc tu vois, c'est pas si simple que ça. Et il faut faire très attention aussi à certaines opérations qu'on va effectuer parce que mine de rien, il y
en a qui peuvent peut-être être un petit peu plus flous qu'on pourrait le penser. Bon, je vais m'arrêter là maintenant pour la partie fiscalité de certains types d'opérations, hein. Je pense que tu as compris comment ça fonctionnait maintenant ce livre. Je t'invite à aller trouver les réponses par toi-même. Je te mettrai le lien de ce livre bien sûr en description et en commentaire épinglé. Moi je voulais vraiment répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent en commentaire YouTube. Maintenant, je vais quand même terminer par le meilleur ou le pire, hein, plutôt, ça va être les contrôles fiscaux. Donc parce qu'il y a 2-3 petites choses mine de rien qui sont importantes à savoir et qui vont intéresser pas mal de personnes je pense. Donc déjà la première chose c'est que l'administration fiscale dispose de 3 ans pour exercer un contrôle fiscal. Donc autrement dit, hein, c'est un exemple ici, hein, en 2024 par exemple, on pourra te faire un contrôle jusqu'au 31 décembre 2027. Par contre attention parce que si tu as une activité occulte, c'est précisé ici, en cas d'activité occulte ou de compte à l'étranger non déclaré, là le fisc peut remonter plus loin, il peut remonter jusqu'à 10 ans. Donc fais très attention par rapport à ça parce que si tu oublies de déclarer des comptes ou que tu veux pas le faire, bah typiquement le fisc peut avoir envie de gratter beaucoup plus en cherchant ce type de compte pour aller gratter plus loin. Donc attention par rapport à ça, hein, il fallait le préciser aussi. Bon après tu as 2-3 petites données que je t'inviterai à lire sur les contrôles fiscaux, comment ils sont passés, comment ils sont maintenus, abandonnés, etc. Ça peut être intéressant. Moi c'est plutôt l'autre partie qui va vraiment m'intéresser, c'est-à-dire que si les cryptoactifs conduisent à accroître l'attention de l'administration, cette dernière se montre plutôt bienveillante lorsque l'activité est bien documentée. Ça c'est important, il faut bien conserver ces documents parce que ça peut, par exemple, j'en sais rien, tu as déclaré des plus et moins values, le fisc qui va voir que tu as des prix d'acquisition qui sont relativement bas, ils vont te demander de les justifier. Par exemple, justifie-moi que tu as bien acheté tes bitcoins par exemple à 3000 $. Et là dans ce cas-là, va falloir remonter dans tes relevés de transaction, il va falloir leur montrer les screens ou carrément les télécharger les relevés et leur fournir. Et tu vas dire bah voilà de la preuve sur j'en sais rien, sur Coinbase à l'époque, j'avais acheté tant de bitcoins à 3000 $. Donc ça c'est un exemple. Et mieux ce sera documenté, mieux ce sera. Et même si tu as une petite erreur, ils vont se montrer cool en général, hein, parce que si tu es de bonne foi, si tu fais bien les choses et que tu as bien les documents, ils vont être plutôt sympas avec toi. Donc là il le précise, hein, conserver les preuves des différents achats effectués en fiat pour éviter que l'administration ne considère que les cryptos ont été acquises gratuitement et n'augmente pas ainsi la base imposable. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même qu'il faut préciser. Conserve bien tes documents. C'est pareil, si tu utilises des services comme Waltio par exemple qui sont payants ou même des fois gratuits, hein, ça dépend du nombre de transactions que tu as fait. Si tu vas voir un avocat également, n'hésite pas à avoir un petit papier et de montrer les preuves comme quoi tu as fait des démarches pour bien remplir ta déclaration. Là aussi, elle va se montrer beaucoup plus bienveillante envers toi, l'administration, parce qu'on va voir que tu as fait quelque chose pour bien régulariser ta situation. Une question aussi qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on risque aussi si on ne déclare pas? Alors là, tu vas avoir toutes les réponses. Alors c'est très simple. Si tu ne déclares pas tes comptes d'exchange qui sont établis à l'étranger, tu vas avoir 750 € par compte non déclaré en cas de contrôle fiscal et tu peux payer aussi 125 € par omission ou inexactitude. Donc ça, faut faire attention, hein, parce que c'est la partie la plus simple en fait, ces comptes d'exchange à l'étranger à déclarer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut monter plus haut si tu as plus de 50 000 € sur ton compte. Et ça peut même encore aller plus loin dans certains cas, mais bon, là on va pas rentrer dans les détails. Alors si jamais aussi pour les plus et moins values, tu peux avoir des majorations. Hein, tu vas pas avoir une amende flat, tu vas avoir une majoration. Donc par exemple, tu vas avoir 10% en cas d'insuffisance de déclaration. Hein, par exemple, tu as fait une erreur de calcul sur tes plus et moins values ou une déclaration tardive. Là, tu vas payer 10%. Donc là encore, ça va, je trouve que c'est assez cool et je crois que c'était à 20% l'année dernière, donc ils ont peut-être diminué ça. Faudrait que je me renseigne. Ensuite, on va avoir 40% en cas de manquement délibéré. Hein, donc ça veut dire que ça, c'est délibéré. Tout est dans le nom. Et tu vas avoir 80% en cas de manœuvre frauduleuse ou d'abus de droit. Et là, ça tape beaucoup plus, hein, forcément, parce que là, ça devient un petit peu grave. Donc voilà à quoi tu risques. Donc les personnes qui te disent, oui, en plus qui le disent sur les réseaux sociaux avec des comptes où on voit leur tête, qui disent, ouais, moi je déclare pas tout ça, faites très attention parce que déjà, ils peuvent savoir ce que vous faites. Et en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la coopération à l'échelle européenne, elle est de plus en plus grande. Maintenant, toutes les plateformes vont, et c'est ce qu'ils disent dans l'introduction, dans le livre de Waltio, c'est que toutes les plateformes maintenant communiquent les virements, peu importe le montant, les mouvements de crypto, ils vont montrer qui envoie à qui et sur quelle wallet. Donc ils ont aussi nos wallets maintenant et il y a fort à parier que les contrôles fiscaux concernant les cryptos deviennent de plus en plus persistants et de plus en plus précis sur ce sujet. Hein. Donc moi je rigolerai vraiment pas là-dessus. Et enfin je voulais terminer aussi sur un dernier petit point quand même, c'est sur cette notion de droit à l'erreur parce que très souvent on me pose la question ouais mais j'ai oublié de déclarer mon compte par exemple en 2023, je savais pas qu'il fallait les déclarer, comment est-ce que je fais? Bah, tu as un droit à l'erreur, hein. Donc je te le lis, le droit à l'erreur c'est la possibilité de régulariser sa situation sans payer de pénalité quand on a commis une erreur ou une omission dans une déclaration fiscale. La situation peut être régularisée à tout moment, un intérêt de retard pourra être ajouté, mais pas les majorations ou les amendes. Donc ça quand même c'est bien plus cool, donc si tu as oublié de déclarer un compte d'exchange, il y a un droit à l'erreur, t'inquiète pas, c'est fait pour, et vaut mieux le faire, ça t'évite les problèmes plus tard. Par contre attention, parce qu'il y en a beaucoup qui se plantent aussi, le droit à l'erreur, hein, ça ne marche pas quand c'est commis délibérément, hein, c'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas déclarer, ce droit à l'erreur, faudra pas l'invoquer devant l'administration fiscale à ce moment-là, parce que là on va surtout croire que tu te fous de leur gueule, et ça risque même d'encore plus mal se passer pour toi. Donc attention par rapport à ça, le droit à l'erreur c'est vraiment quand
on veut régulariser de nous-mêmes notre situation parce qu'on a fait un oubli. C'est pas quand on a le contrôle fiscal, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc voilà pour ce livre blanc de Waltio. Donc tu l'auras compris, je le trouve très complet. Et si tu as des questions, il y a de très fortes chances que tu trouves les réponses à ces dernières dedans. Maintenant, si jamais tu peux aussi poser tes questions en commentaire, hein, j'essaye d'y répondre dès que j'ai la réponse. Et je tiens aussi à préciser une chose, si tu souhaites utiliser le service de Waltio, je rappelle encore une fois que j'ai toujours les 10% de réduction que je t'offre avec le code de réduction Julien10. Alors je précise aussi que je touche quelque chose hein, si tu passes par ce code de réduction, et donc du coup ça finance mon travail. Donc vraiment un très grand merci à toutes les personnes qui font ça fait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs je précise aussi que j'ai réalisé cette vidéo qui est un guide complet de A à Z de l'outil Waltio. Je t'invite vraiment à aller la voir, en plus de ça elle a été vérifiée par leur équipe.